Nous ne sommes pas une organisation caritative. Ici, ce sont les enfants de l'élite qui étudient, pas les petites filles des jardiniers. » Ces mots, froids comme l'acier, ont frappé le vieil homme et la petite fille comme un coup de poing en plein visage, résonnant dans le silence glacial du hall luxueux. La femme qui les a prononcés, vêtue d'un tailleur impeccable, les regardait avec un mépris si profond qu'il semblait pouvoir les transformer en poussière. Elle n'avait aucune idée que ces paroles allaient déclencher une tempête qui détruirait son monde de privilèges pour toujours. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime, et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Votre soutien nous permet de continuer à créer ce contenu pour vous. Et une dernière chose, c'est très important pour moi. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. Savoir d'où vous venez nous connecte tous un peu plus. Maintenant, revenons à ce hall somptueux et à l'injustice qui était sur le point de se produire. Imaginez la scène. Le lycée Lumière, à Lyon, n'était pas une simple école, c'était un symbole de statut. Avec ses sols en marbre brillant, ses lustres de cristal suspendus à des plafonds hauts de plusieurs mètres et son silence presque religieux, l'endroit était conçu pour intimider. C'est dans ce décor que Jean-Luc Martin, un homme de 70 ans aux mains marquées par des décennies de travail de la terre et aux vêtements propres mais visiblement usés, se tenait debout. Il tenait fermement la main de sa petite fille de 10 ans, Sophie. Sophie, avec ses yeux vifs et curieux, semblait minuscule et fragile au milieu de tant de grandeur. Elle serrait contre sa poitrine un dossier en carton, rempli de bulletins scolaires parfaits, de diplômes de concours de mathématiques et de lettres de recommandation élogieuses. Jean-Luc avait passé sa vie à cultiver la terre, mais son plus grand chef-d'œuvre était l'esprit de Sophie. La petite fille était un prodige, une étincelle de génie qui méritait le meilleur. Après des mois de recherche, il avait identifié le lycée Lumière comme le seul endroit capable de nourrir son incroyable potentiel. Il avait économisé chaque centime pendant des années, non pas pour lui, mais pour offrir à Sophie la chance qu'il n'avait jamais eue. Alors qu'ils attendaient dans le hall, ils étaient une anomalie. Autour d'eux, des parents en costumes coûteux et en robe de créateur discutaient à voix basse, jetant des regards obliques et dédaigneux sur le vieil homme et l'enfant. Leur smartphone dernier cri brillait dans leurs mains, contrastant avec le vieux téléphone à clapet à peine visible dans la poche de Jean-Luc. Enfin, une porte s'ouvrit, et une femme d'une 50aine d'années, Madame Dubois, la directrice, apparut. Son sourire était poli, mais ne touchait pas ses yeux. Elle a balayé Jean-Luc et Sophie du regard, et en une fraction de seconde, son expression a changé. Le masque de professionnalisme est tombé, remplacé par une froide exaspération. « Oui. »« C'est pourquoi ?» a-t-elle demandé, son ton suggérant qu'ils étaient une nuisance. Avec une dignité calme, Jean-Luc s'est avancé. « Bonjour madame la directrice. Je suis Jean-Luc Martin, et voici ma petite fille, Sophie. Nous avons rendez-vous pour son inscription. Voici son dossier. » Il lui tendit le précieux dossier, le fruit de tant d'efforts et d'espoir. Madame Dubois n'a même pas touché le dossier. Elle a croisé les bras, son regard se fixant sur les chaussures de travail boueuses de Jean-Luc, puis sur le pull tricoté à la main de Sophie. Le silence s'est étiré, lourd de jugement. Plusieurs parents se sont arrêtés pour regarder, curieux de voir le spectacle. « Un rendez-vous. »« Je ne prends pas, non. Mon assistante a dû faire une erreur. » a-t-elle dit, sa voix portant délibérément dans tout le hall. Jean-Luc a insisté poliment. « Mais, madame, nous avons reçu une confirmation par courriel. » Sophie est une élève exceptionnelle, je vous assure. Si seulement vous regardiez ses notes. C'est à ce moment-là que Madame Dubois a prononcé les mots cruels qui ont ouvert notre histoire. Nous ne sommes pas une organisation caritative. Ici, ce sont les enfants de l'élite qui étudient, pas les petites filles des jardiniers. Un petit rire a parcouru le groupe de parents qui observaient. Le visage de Sophie est devenu rouge de honte et des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Elle a caché son visage dans la veste de son grand-père, son petit corps tremblant de chagrin. Le cœur de Jean-Luc s'est brisé en 1000 morceaux. Il a senti la colère monter en lui, une colère chaude et juste, mais il l'a réprimée.
Il a posé une main protectrice sur la tête de Sophie, la serrant contre lui. Il a regardé Madame Dubois droit dans les yeux, ce regard n'exprimant ni haine ni peur, mais une profonde et insondable tristesse. « Je vois. Je vous remercie pour votre temps, madame, » a-t-il dit, sa voix basse mais ferme. Alors qu'il se retournait pour partir, sa main glissant dans sa poche, il a sorti discrètement son vieux smartphone. Ce n'était pas un modèle récent, mais il avait une fonction essentielle. D'un geste presque invisible, il a glissé son pouce sur l'écran, activant une petite icône rouge. L'enregistreur vocal. Chaque mot, chaque rire, chaque syllabe de cette humiliation publique était maintenant capturée. Les caméras de surveillance fixées au plafond, destinées à protéger les riches, avaient également tout enregistré. Chaque expression de mépris sur le visage de la directrice et chaque larme sur celui de l'enfant. Madame Dubois les a regardés partir, un petit sourire de triomphe sur les lèvres, satisfaite d'avoir préservé la pureté de son établissement. Elle se sentait puissante, victorieuse, ignorant complètement la véritable identité de l'homme qu'elle venait d'humilier. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ce vieil homme en vêtements usés n'était pas seulement un jardinier. Il était le gardien silencieux d'un secret qui allait bientôt faire trembler les fondations mêmes de son prestigieux établissement. Le silence dans la vieille voiture de Jean-Luc était plus lourd que n'importe quelle parole. Sophie, recroquevillée sur le siège passager, ne pleurait plus. Elle fixait le paysage qui défilait, ses yeux vides de l'étincelle de génie qui les habitait habituellement. Chaque kilomètre qui les éloignait du lycée Lumière semblait ajouter une couche de glace sur son petit cœur. Jean-Luc serrait le volant, ses jointures blanches. La rage et le chagrin se livraient une bataille féroce dans sa poitrine. Il jeta un coup d'œil à son vieux téléphone posé sur le tableau de bord. La petite lumière rouge de l'enregistrement avait cessé de clignoter. Il avait la preuve. Mais à quoi bon ? Une preuve ne pouvait pas effacer la honte gravée sur le visage de sa petite fille. Il se gara sur le bas-côté d'une route de campagne, coupa le moteur et prit le téléphone. Avec des doigts tremblants, il renomma le fichier audio. Il ne l'appela pas « preuve » ou « enregistrement ». Il l'appela « le chagrin de Sophie ». De retour dans leur modeste maison, l'atmosphère était pesante. Sophie s'enferma dans sa chambre sans 20 mots. Jean-Luc, lui, refusa d'abandonner. Il s'assit à la table de la cuisine, ouvrit son vieil ordinateur portable qui mettait plusieurs minutes à démarrer, et rédigea un courriel. Il était poli, formel, presque suppliant. Il joignit les scans des bulletins de Sophie, ses diplômes, tout ce qui pouvait prouver son incroyable talent. Il l'envoya à l'adresse officielle de Madame Dubois, espérant contre tout espoir qu'en privé, loin des regards de son public élitiste, la raison l'emporterait. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans son bureau surplombant les jardins impeccables de l'école, Madame Dubois sirotait un café en lisant le courriel de Jean-Luc sur son écran géant. Un ricanement de mépris déforma ses lèvres. « L'obstination des pauvres », murmura-t-elle pour elle-même. Elle cliqua sur « Transférer », tapa l'adresse de son adjoint et ajouta un commentaire cinglant. « Regarde-moi ce vieux fou. Il croit vraiment que ces bouts de papier peuvent nettoyer la boue de ses chaussures. Refuse-le encore. Mais cette fois, fais en sorte qu'il comprenne définitivement. » Mais dans sa hâte et son arrogance, son doigt glissa. Au lieu de « transférer », elle cliqua sur « Répondre à tous ». 1 minute plus tard, le téléphone de Jean-Luc vibra. C'était une notification de courriel. Son cœur fit un bond. Si vite. Peut-être avait-elle reconsidéré. Il ouvrit le message. Il vit sa propre demande, et en dessous, la réponse destinée à l'adjoint. Les mots le frappèrent avec la violence d'un coup de fouet. Vieux fou, bout de ses chaussures, fais en sorte qu'il comprenne. Il sentit le sang quitter son visage. Ce n'était pas une erreur de jugement. C'était une cruauté délibérée, une haine de classe pure et simple. Il ne ressentit même plus de colère, juste un froid glacial qui s'emparait de lui. Mécaniquement, il fit une capture d'écran du courriel, n'enregistrant sur son bureau sous le nom « Le mépris de Dubois ». Il avait maintenant 2 armes numériques, mais il se sentait plus impuissant que jamais.
Le lendemain, le vrai cauchemar commença. Sophie rentra de son école actuelle en larmes, incapable de parler. Elle tendit à son grand-père le téléphone d'une amie. Sur l'écran, une story Instagram. C'était une photo d'eux, prise la veille dans le hall du lycée Lumière par un des élèves riches. La photo était floue, mais on les reconnaissait. Et en grosses lettres, la légende « Jour de nettoyage au lycée Lumière. LOL, hashtag pauvre, hashtag pas leur place. » En dessous, des dizaines de commentaires moqueurs des autres élèves de l'école privée. L'humiliation n'était plus privée. Elle était devenue virale dans le petit monde des adolescents privilégiés de Lyon, et par ricochet, avait atteint l'école de Sophie. Elle était devenue la risée de ses camarades. « Ils disent que je suis une fille de jardinier qui se prend pour une princesse », sanglota-t-elle. Ce soir-là, Jean-Luc ne toucha pas à son dîner. La douleur de sa petite fille était une blessure physique, une brûlure dans ses entrailles. Cette nuit-là, incapable de dormir, Jean-Luc monta au grenier. Il cherchait quelque chose, n'importe quoi, pour se raccrocher. Un souvenir heureux. Il ouvrit une vieille malle en bois qui avait appartenu à sa défunte épouse, Élise. L'odeur de la lavande et du vieux papier empilèrent. C'est là qu'elle gardait ses trésors. Des photos, des lettres, des souvenirs de leur vie ensemble. En fouillant, ses doigts heurtèrent un grand portefeuille en cuir qu'il n'avait pas vu depuis des années. Curieux, il l'ouvrit. À l'intérieur, ce n'étaient pas les photos, mais de grands feuillets pliés. Il les déplia avec précaution sous la faible lumière de l'ampoule du grenier. Son souffle se coupa. C'étaient les plans d'architectes originaux du lycée Lumière. Il se souvenait maintenant. C'était le projet de rêve d'Élise, une enseignante passionnée qui voulait créer une école d'excellence ouverte à tous les talents, pas seulement à l'argent. Il parcourut les plans, son cœur battant à tout rompre. Il se souvenait des nuits passées avec elle, à discuter de chaque détail, de chaque salle de classe, de la bibliothèque. Puis, son regard se figea sur le coin inférieur droit du plan principal. À côté du nom du célèbre cabinet d'architectes, il y avait une petite section intitulée « Maître d'ouvrage et fondateur principal ». Le nom qui y était inscrit n'était pas celui d'une grande société ou d'un riche industriel. C'était un nom qu'il connaissait bien. Géré par le fonds fiduciaire Élise Martin. Et juste en dessous, une signature manuscrite pour approbation, presque effacée par le temps, mais encore lisible. JLM. Ses propres initiales. Un flot de souvenirs confus, enfouis sous des années de deuil, remonta à la surface. L'argent de la vente de son entreprise de technologie il y a 25 ans. La création d'un fonds anonyme pour réaliser le rêve de sa femme malade. Le désir de disparaître après sa mort. De retourner à la terre. De vivre simplement, loin du monde de la finance et du pouvoir qu'il détestait. Il avait tout confié à des avocats, à des gestionnaires, demandant à ne plus jamais être contacté. Voulant oublier. Il avait oublié. Il redescendit du grenier, comme un somnambule, les plans serrés contre sa poitrine. Il s'assit devant son ordinateur. Ses mains ne tremblaient plus de faiblesse, mais d'une énergie nouvelle et terrible. Il créa un nouveau dossier sur son bureau. Il le nomma « Projet Lumière ». Il y glissa le fichier audio, le chagrin de Sophie. Il y glissa la capture d'écran, le mépris de Dubois. Puis, il prit son vieux smartphone, photographia la section des plans avec le nom du fonds et ses initiales, et chargea l'image dans le dossier. Il regarda les 3 fichiers alignés sur son écran. Ce n'était plus l'histoire d'un grand-père cherchant une école pour sa petite fille. C'était l'histoire d'un roi, déguisé en paysan, qui venait de se souvenir qu'il avait une couronne. Il réalisa alors qu'il ne détenait pas seulement des preuves d'une injustice. Il tenait, entre ses mains, les clés oubliées du royaume qu'il avait lui-même bâti en mémoire de son amour perdu. Et il allait s'en servir.
La découverte dans le grenier avait allumé une flamme dans l'âme de Jean-Luc. Une flamme qui refusait de s'éteindre. Le lendemain matin, il regarda Sophie, dont les yeux étaient encore gonflés de larmes, et lui fit une promesse silencieuse. Il ne se battrait plus seulement pour sa place dans une école, mais pour restaurer l'honneur du rêve de sa grand-mère. Il savait que ses souvenirs fragmentés ne suffiraient pas. Il avait besoin de plus. Il avait besoin de comprendre comment le projet de cœur d'Élise était devenu le terrain de jeu exclusif de l'élite arrogante dirigée par Madame Dubois. Son premier appel fut pour Antoine, l'ancien avocat et ami de la famille qui avait géré la création du fonds fiduciaire 25 ans plus tôt. Antoine était maintenant à la retraite, vivant dans une petite maison sur la Côte d'Azur, mais sa mémoire était aussi vive que jamais. « Jean-Luc, mon Dieu, je pensais que tu avais disparu de la surface de la Terre. » Le fond Élise Martin. Bien sûr que je m'en souviens. C'est le plus grand acte d'amour que j'ai jamais vu. Attends, tu me dis que tu ne te souviens de rien ? La voix d'Antoine au téléphone était un mélange de choc et d'inquiétude. Jean-Luc expliqua brièvement la situation, le deuil, son désir de tout oublier. Antoine soupira. « Je comprends, mon ami. Le chagrin peut faire des choses étranges. Écoute, légalement, tu as renoncé à la gestion active, mais tu es resté le bénéficiaire silencieux et le gardien moral du fonds. Tu as le droit de tout savoir. Je vais t'envoyer par messagerie sécurisée les copies numériques de tous les documents de fondation et les derniers rapports que j'ai. » Pendant que Jean-Luc attendait les documents, une idée germa dans son esprit. Il se souvint de la story Instagram qui avait tant blessé Sophie. Il créa un compte Instagram anonyme, un profil fantôme sans photo ni information. Puis, il commença à suivre les comptes publics des élèves du lycée Lumière et, à sa grande surprise, celui de Madame Dubois elle-même. Son profil était un monument à l'arrogance. Photos de vacances dans des lieux exotiques, dîners dans des restaurants étoilés, sac à main de luxe. Une publication en particulier attira son attention. C'était une photo d'elle et de quelques parents d'élèves, trinquant avec du champagne sur un yacht. La légende disait « Célébration d'une nouvelle année de succès pour le fonds de dotation du lycée. Merci à nos généreux donateurs. » Jean-Luc fit une capture d'écran. Il se demandait combien de ces généreux donateurs savaient que leur argent, destiné à l'éducation, finançait ce style de vie extravagant. Quelques heures plus tard, un courriel d'Antoine arriva. Le fichier était crypté, lourd de plusieurs centaines de mégaoctets. Jean-Luc passe la nuit à tout lire. Les statuts du fonds étaient clairs comme de l'eau de roche. La mission principale était de fournir une éducation d'excellence aux esprits les plus brillants, indépendamment de leur origine sociale, avec un minimum de 30% des places réservées à des boursiers. Les rapports financiers, cependant, racontaient une autre histoire. Au fil des ans, sous la direction de Madame Dubois, la part des boursiers avait diminué jusqu'à devenir presque nulle. Pendant ce temps, une ligne budgétaire intitulée « Frais de représentation et développement » avait explosé, atteignant des centaines de milliers d'euros par an. C'était un détournement de fonds légalisé, un détournement de l'âme même du projet d'Élise. Il enregistra les documents les plus accablants dans son dossier « Projet Lumière ». Le lendemain, armé de cette nouvelle connaissance, Jean-Luc décida de passer à l'étape suivante. Il avait besoin de plus de preuves contemporaines. Il se rendit à Lyon, non pas habillé en jardinier, mais avec un pantalon propre et une chemise simple. Il alla dans un café chic en face du lycée Lumière, s'installa à une table en terrasse avec un journal, et attendit. Il n'eut pas à attendre longtemps. Vers midi, Madame Dubois sortit avec 2 hommes en costume chair. Ils s'installèrent à une table voisine. Jean-Luc leva son journal pour cacher son visage, mais son téléphone était déjà sur la table. L'application d'enregistrement audio discrètement activée. Le vent portait leur voix. Ils ne parlaient pas de pédagogie. Ils parlaient d'investissements immobiliers, de la façon d'optimiser les dons pour obtenir des avantages fiscaux personnels, et riaient grassement d'un parent qui avait fait un don important en pensant financer une nouvelle bibliothèque, alors que l'argent avait servi à rénover le bureau de Madame Dubois. « Il faut bien que le capitaine soit à l'aise pour diriger le navire », dit-elle en riant. Jean-Luc sentit son estomac se nouer, mais il resta immobile jusqu'à leur départ, enregistrant chaque mot. Alors qu'il était sur le point de partir, son téléphone vibra. C'était un SMS d'un numéro inconnu.
Je vous ai vu au café. Je sais qui vous êtes. Je sais ce que Dubois vous a fait. Je peux vous aider. Retrouvez-moi demain à 10h au parc de la Tête d'Or, près du lac. Venez seul. Jean-Luc sentit un frisson le parcourir. Était-ce un piège ou un allié inattendu? Le lendemain, la curiosité l'emporta. Il se rendit au parc. Sur un banc, face au lac, un homme d'une quarantaine d'années l'attendait. Il avait l'air nerveux. « Monsieur Martin, je m'appelle Thomas. J'étais le professeur de musique au lycée Lumière. » Jean-Luc le reconnut. Il l'avait vu en arrière-plan dans certaines photos Instagram. « J'ai été renvoyé le mois dernier. » Continua Thomas, sa voix basse et urgente. « Pourquoi ? » Parce que j'ai protesté. J'ai vu comment Madame Dubois a refusé un jeune violoniste incroyablement talentueux, fils d'une femme de ménage. Elle a dit devant moi que le son de son violon manquait de pédigré. J'ai menacé de parler au conseil d'administration. 2 jours plus tard, j'étais accusé de faute professionnelle et mis à la porte. Thomas sortit une clé USB de sa poche. J'ai anticipé. J'ai fait des copies. Il y a des courriels internes, des enregistrements de réunions du personnel où elle expose sa philosophie discriminatoire. Elle appelle ça « préserver l'excellence de la marque ». C'est une honte. J'ai entendu parler de ce qui est arrivé à votre petite fille. C'était la goutte d'eau. Utilisez ça. S'il vous plaît, faites tomber ce système corrompu. Thomas lui tendit la clé USB, jeta un regard inquiet autour de lui et partit presque en courant. Jean-Luc resta assis sur le banc, la petite clé en plastique dans la paume de sa main. Elle semblait peser 1 tonne. Il avait maintenant des preuves financières, des enregistrements audio, des captures d'écran de réseaux sociaux, et maintenant, le témoignage explosif d'un initié. Il avait tout ce dont il avait besoin. Le puzzle était complet. Il ne voyait plus seulement l'injustice faite à Sophie, mais un système de corruption et de discrimination qui avait pourri le rêve de sa femme de l'intérieur. Ce soir-là, il retourna à son ordinateur. Il créa un dernier sous-dossier dans Projet Lumière. Il le nomma l'Arsenal. Il y copie le contenu de la clé USB de Thomas. Il regarda l'ensemble des fichiers, les plans originaux, les statuts du fonds, les rapports financiers falsifiés, les captures d'écran, les enregistrements audio, les courriels internes. C'était une bombe à retardement numérique. Il savait exactement quand et où il la ferait exploser. Le gala de charité annuel de l'école avait lieu dans 1 semaine. C'était l'événement phare de Madame Dubois. Sa grande messe de l'autosatisfaction, où elle se pavanait devant les riches et les puissants. Il sourit pour la première fois depuis des jours. Ce ne serait pas un sourire de joie, mais un sourire froid, déterminé. Le moment de la vérité approchait. Et il n'allait pas seulement demander justice pour Sophie. Il allait reprendre ce qui lui appartenait. La semaine précédant le gala fut la plus longue de la vie de Jean-Luc. Chaque jour, il ajoutait une nouvelle pièce à son arsenal numérique, tout en présentant au monde le visage d'un homme brisé. Il avait délibérément laissé sa voiture en panne devant chez lui et prenait le bus pour se rendre en ville, renforçant l'image du vieil homme pauvre et impuissant. Il voulait que Madame Dubois et son cercle se sentent en sécurité, invulnérables. Pendant ce temps, Sophie, bien que toujours triste, commençait à sentir le changement chez son grand-père. Il était plus silencieux, mais ses yeux brillaient d'une nouvelle intensité. Il lui avait simplement dit « Fais-moi confiance, ma chérie. La justice arrive. » Et pour la première fois depuis des jours, elle avait esquissé un petit sourire. La veille du gala, Jean-Luc décida de tenter une dernière action, une dernière provocation pour obtenir la preuve ultime. Il savait, grâce aux documents d'Antoine, que le conseil d'administration se réunissait ce jour-là pour finaliser les détails de l'événement. Il se rendit au lycée Lumière, cette fois en plein après-midi, lorsque les élèves et les parents étaient nombreux. Il attendit près de l'entrée principale, tenant à la main une simple enveloppe. Quand il vit Madame Dubois sortir, entourée de plusieurs membres du conseil, il s'approcha d'eux, jouant le rôle du vieil homme désespéré. « Madame la directrice, s'il vous plaît !»
cria-t-il, sa voix tremblante d'une émotion feinte. Je vous en supplie, ne serait-ce qu'un test pour ma petite fille. C'est tout ce que je demande. J'ai apporté ses derniers bulletins, elle est première de sa classe. Madame Dubois s'arrêta, son visage se tordant de fureur. C'était l'humiliation de trop. Devant les membres du conseil qu'elle cherchait à impressionner, ce vieil homme osait encore l'importuner. C'était une attaque directe à son autorité. Vous n'avez toujours pas compris, siffla-t-elle, s'approchant de lui, son visage à quelques centimètres du sien. Des dizaines de parents s'étaient arrêtés. Des smartphones étaient déjà sortis, les caméras tournant discrètement. Votre genre n'a pas sa place ici. Ni aujourd'hui, ni jamais. Elle lui arracha l'enveloppe des mains, la déchira en deux, puis en quatre, et jeta les morceaux de papier à ses pieds. Un test. Le seul test dont vous avez besoin, c'est un test de réalité. Maintenant, disparaissez de ma vue avant que j'appelle la sécurité pour vous faire expulser comme le déchet que vous êtes. Le silence qui suivit fut total. Jean-Luc resta immobile, regardant les fragments de papier, les excellentes notes de Sophie, éparpillées sur le sol en marbre. Il ne ressentit rien. Pas de honte, pas de colère. Seulement le clic froid et satisfaisant de la dernière pièce du puzzle qui se mettait en place. Il se pencha lentement, avec la raideur d'un vieil homme, et commença à ramasser les morceaux. C'est à ce moment précis que son vieux téléphone, qu'il avait programmé pour cela, émit un son fort et clair. C'était une notification bancaire, et il avait réglé le volume au maximum. Sur l'écran, visible pour plusieurs personnes autour de lui, y compris un parent qui filmait la scène de près, le message s'afficha en grosses lettres. Virement entrant. Dividende trimestriel. Fonds d'investissement Helios. Montant. Plus 8 500 000 €. Jean-Luc ignora la notification, glissa le téléphone dans sa poche comme si de rien n'était, et finit de ramasser les papiers déchirés. Il leva les yeux vers Madame Dubois, qui n'avait rien remarqué, aveuglée par sa propre colère. « Je comprends, madame, » dit-il d'une voix douce, presque un murmure. « Je ne vous dérangerai plus. » Il se retourna et s'éloigna, le dos voûté, l'image parfaite de la défaite. Mais à l'intérieur, son cœur chantait une chanson de triomphe. Il avait tout. L'humiliation publique, filmée par de multiples témoins. La preuve irréfutable de sa propre puissance financière, capturée par accident sur la même vidéo. C'était la touche finale, la cerise sur le gâteau empoisonné, qu'il s'apprêtait à servir. Ce soir-là, dans sa petite maison, l'ambiance n'était plus à la tristesse, mais à la préparation d'une bataille. Il reçut un appel vidéo d'Antoine. « J'ai vu la vidéo, Jean-Luc. Elle circule déjà dans des groupes WhatsApp de parents choqués. C'est monstrueux. Mais cette notification, c'était brillant. Tu es prêt ? » Jean-Luc hocha la tête. « Je suis prêt. » Il passe les 2 heures suivantes à organiser méticuleusement son arsenal numérique. Il créa une présentation vidéo. Le montage était simple, mais dévastateur. Il commençait par la voix d'Élise, extraite d'une vieille cassette audio, parlant de son rêve d'une école pour tous. Puis venaient les preuves, l'une après l'autre. L'enregistrement audio de sa première rencontre, la capture d'écran du courriel méprisant, les extraits des rapports financiers montrant le détournement de fonds, les photos Instagram du style de vie luxueux de Dubois, l'enregistrement audio de sa conversation au café, et enfin, la vidéo de l'humiliation finale, filmée quelques heures plus tôt. Il synchronisa le tout sur un service de cloud sécurisé. Puis, il envoya un message à Thomas, l'ancien professeur de musique. « Ce soir, c'est le grand soir. Es-tu avec nous ?» La réponse fut instantanée. Plus que jamais. Plusieurs autres anciens employés et parents de boursiers refusés seront là. Nous sommes prêts à témoigner. Enfin, il rédigea un court message et l'envoya à un seul contact. Le président du conseil d'administration, un industriel puissant, mais que Jean-Luc savait, d'après les documents, être un homme relativement honnête, bien que trop passif. Le message disait simplement « Monsieur Dubois, ce soir, lors du gala, la vérité sur le fond Élise Martin sera révélée.
Je vous conseille d'être prêt à prendre les bonnes décisions. Une copie de cette présentation a déjà été envoyée à 3 grands journaux nationaux, avec embargo jusqu'à 21h précise. Il appuya sur « Envoyer » et éteignit son ordinateur. Il alla dans sa chambre et ouvrit son armoire. Tout au fond, protégé par une housse, se trouvait un costume qu'il n'avait pas porté depuis 25 ans. Un costume sur mesure, d'une coupe impeccable, acheté pour le jour où il avait vendu son entreprise. Il le sortit et le posa sur son lit. Il regarda son reflet dans le miroir. Il ne voyait plus un jardinier fatigué, mais Jean-Luc Martin, le fondateur silencieux, le roi oublié qui s'apprêtait à réclamer son trône. Il prit une photo d'Élise sur sa table de chevet et l'embrassa doucement. « Ce soir, mon amour, murmura-t-il, nous allons rallumer la lumière. » Le masque du vieil homme pauvre était sur le point de tomber. Et demain, le monde entier, et surtout Madame Dubois, apprendraient enfin qui il était vraiment. Le soir du gala, une pluie fine et froide s'abattit sur Lyon, comme si le ciel lui-même pleurait sur l'injustice qui régnait au lycée Lumière. Mais à l'intérieur de la grande salle de réception de l'hôtel de ville, louée pour l'occasion, l'ambiance était à l'effervescence. Des centaines d'invités, l'élite de la ville, déambulaient entre les tables couvertes de nappes blanches, des coupes de champagne à la main. Au centre de cette agitation, rayonnante dans une robe de soirée écarlate, se trouvait Madame Dubois. Elle était au sommet de son monde. La vidéo de l'humiliation du vieil homme, qui avait brièvement circulé, avait été rapidement étouffée par son équipe de communication, présentée comme l'agression d'un déséquilibré envers une directrice dévouée. Elle se sentait intouchable. Ce soir était sa consécration. Le moment où elle annoncerait un nouveau projet pharaonique. La construction d'une piscine olympique, financée bien sûr par le fonds de dotation. Un projet qui lui permettrait de justifier des dépenses encore plus extravagantes. Pendant ce temps, dans sa petite maison, Jean-Luc nouait la cravate de son costume. Il se regarda une dernière fois dans le miroir. L'homme qui lui faisait face n'avait plus rien du jardinier courbé. Ses épaules étaient droites, son regard d'acier. Il n'était pas seul. À ses côtés, Antoine, l'avocat, arrivé de la Côte d'Azur le matin même, vérifiait une dernière fois les documents sur sa tablette. Tout est en ordre, Jean-Luc. D'un point de vue légal, tu es inattaquable. Tu agis en tant que gardien moral du fonds, et les preuves de détournement de sa mission sont accablantes. Dans le salon, Sophie, vêtue d'une jolie robe simple, regardait son grand-père avec admiration. Elle ne comprenait pas tous les détails, mais elle savait que quelque chose d'important allait se produire. Elle lui tendit un petit dessin. C'était un grand arbre, avec des racines profondes et des branches s'élevant vers le ciel. « C'est toi, grand-père, » dit-elle doucement. Jean-Luc sentit une vague d'émotion le submerger, mais il la maîtrisa. Ce n'était pas le moment de faiblir. Le plan était d'une simplicité redoutable. Ils n'allaient pas faire irruption, ils allaient entrer par la grande porte. Jean-Luc avait utilisé une de ses cartes de crédit, une carte noire sans limite, qu'il n'avait pas touché depuis des décennies, pour acheter 3 billets pour le gala au prix fort, sous un nom d'emprunt. Personne ne s'attendrait à le voir là. Pendant ce temps, leurs alliés se mettaient en position. Thomas, l'ancien professeur, était déjà à l'intérieur, se faisant passer pour un musicien engagé pour la soirée. Il avait avec lui un petit appareil discret, un transmetteur vidéo sans fil connecté à son téléphone. Son rôle était crucial. Au moment voulu, il prendrait le contrôle des écrans géants de la salle. À l'extérieur, dans une camionnette banalisée garée à quelques rues de là, une jeune journaliste d'investigation, contactée par Antoine, était prête avec son équipe. Elle avait reçu le dossier numérique complet et attendait le signal pour diffuser l'histoire en direct sur le site de son journal. Dans la salle de bal, Madame Dubois savourait son triomphe. Elle venait de recevoir un SMS de son adjoint. Le président du conseil est nerveux. Il a reçu un message étrange.
Il veut vous parler. Elle leva les yeux au ciel. Quelle perte de temps. Elle lui répondit. Dites-lui de se détendre et de boire du champagne. C'est probablement encore ce vieux fou qui essaie de nous intimider. Je m'en occupe. Elle se sentait si puissante qu'elle ne voyait même plus les menaces. Elle monta sur la petite estrade, prit un micro et demanda le silence. Mes chers amis, chers parents, chers bienfaiteurs, commença-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. Quelle soirée magnifique! C'est grâce à votre générosité que le lycée Lumière continue d'être le phare de l'excellence qu'il a toujours été. Elle parlait de l'avenir, de la nouvelle piscine, de l'importance de préserver leur entre-soi pour garantir la qualité. C'était son dernier acte d'arrogance, son chant du cygne, et elle ne le savait pas. À cet instant précis, Jean-Luc, Antoine et Sophie franchissaient les portes de la salle de réception. L'hôtesse à l'entrée, voyant cet homme impeccablement vêtu accompagné d'un autre gentleman et d'une enfant, n'eut aucune raison de se méfier. Elle vérifia leurs noms sur la liste et les laissa passer avec un sourire. Ils ne se dirigèrent pas vers la foule, mais restèrent en retrait, près des portes, dans l'ombre. Jean-Luc sortit son téléphone. Il ouvrit une conversation de groupe sur WhatsApp nommée Opération Lumière, qui le reliait à Antoine, Thomas et la journaliste. Il tapa un seul mot. Position. Les réponses arrivèrent en quelques secondes. Prêt, Antoine. En place, Thomas. En attente, journaliste. Tout était prêt. Il leva les yeux vers l'estrade, où Madame Dubois continuait son discours. Il sentit la main de Sophie se glisser dans la sienne. Elle tremblait un peu. Il la serra doucement. « N'aie pas peur, murmura-t-il. Regarde bien. C'est le bruit que fait un mensonge quand il s'effondre. » Le président du conseil, M. Dubois, se tenait à côté de la scène, son visage pâle. Le message de Jean-Luc l'avait profondément troublé. Il avait toujours eu des doutes sur la gestion de Madame Dubois, mais il n'avait jamais eu le courage de s'y opposer. Il la regarda, écoutant son discours grandiloquent, et sentit un nœud se former dans son estomac. Il savait qu'il était au bord d'un précipice. Sur scène, Madame Dubois arrivait à la fin de son discours. Et c'est pourquoi, ce soir, je suis fier de vous annoncer que nous allons lancer la plus grande levée de fonds de notre histoire. Pour que nos enfants, l'élite de demain, puissent continuer à s'épanouir dans un environnement digne d'eux. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Elle sourit, s'abreuvant de l'adulation, ignorant le drame qui se jouait dans l'ombre. Elle n'avait aucune idée que dans moins de 5 minutes, son nom ne serait plus synonyme d'excellence, mais de honte. Jean-Luc regarda sa montre. Il était 20h59. Il prit une profonde inspiration. Il se souvint du visage en larmes de Sophie, du mépris dans le regard de Dubois, des mots cruels, des papiers déchirés. Toute cette douleur, toute cette injustice avait été le carburant qui l'avait mené jusqu'à ce moment. Il n'y avait plus de haine en lui, seulement une résolution froide et tranquille. Il était temps de rendre le lycée Lumière au rêve de sa femme. Il ouvrit à nouveau la conversation WhatsApp. Le moment était venu. Il tapa le mot de code qu'ils avaient convenu, le mot qui allait tout déclencher. Le mot était simple, mais lourd de sens. Il tapa « Élise ». Dans quelques secondes, leur monde de privilèges et de mensonges allait s'écrouler. Il était temps de montrer la vérité au monde entier. Au moment exact où le mot « Élise » apparut sur l'écran du téléphone de Thomas le musicien, Madame Dubois levait sa coupe pour porter un toast. « À l'avenir !» s'exclama-t-elle. C'est à cet instant que les lumières de la salle de bal baissèrent d'un cran. Les 2 écrans géants de part et d'autre de la scène, qui affichaient jusqu'alors le logo doré du lycée Lumière, devinrent noirs. Un murmure parcourut la foule. Madame Dubois se tourna vers le technicien avec un regard furieux, pensant à une panne. Mais ce n'était pas une panne.
1 seconde plus tard, les écrans se rallumèrent. Mais au lieu du logo, ils affichaient le visage en larmes de Sophie, cachée contre la veste de son grand-père. C'était un plan serré, extrait d'une des vidéos des témoins. La salle devint silencieuse. Puis, une voix emplit l'espace. La voix claire et cruelle de Madame Dubois, enregistrée dans le hall. Nous ne sommes pas une organisation caritative. Ici, ce sont les enfants de l'élite qui étudient, pas les petites filles des jardiniers. Un hoquet de stupeur collectif secoua l'assemblée. Madame Dubois se figea, sa coupe de champagne tremblant dans sa main. Elle chercha des yeux le technicien, mais celui-ci haussait les épaules, impuissant, montrant que ses commandes ne répondaient plus. L'écran devint noir à nouveau, puis afficha la capture d'écran du terrible courriel. « Regarde-moi ce vieux fou. Il croit vraiment que ces bouts de papier peuvent nettoyer la boue de ses chaussures. » La foule était maintenant complètement silencieuse. Tous les regards passant des écrans au visage de plus en plus pâle de la directrice. L'enchaînement était implacable. La photo Instagram moqueuse apparut, puis l'enregistrement audio de sa conversation au café où elle se vantait de détourner l'argent de la bibliothèque. Chaque preuve était une brique de plus, retirée du mur de sa réputation. Enfin, la vidéo finale commença. La scène de l'après-midi même. On voyait Jean-Luc, suppliant, et Madame Dubois, furieuse, lui arrachant les bulletins, les déchirant et les jetant à terre. M'entendez sa voix, amplifiée par les haut-parleurs de la salle. Avant que j'appelle la sécurité pour vous faire expulser comme le déchet que vous êtes. C'en était trop. Des murmures indignés se transformèrent en huées. Des gens se levaient, pointant du doigt la directrice. C'est alors que la vidéo zooma sur le téléphone de Jean-Luc au moment où il ramassait les papiers. La notification bancaire de 8,5 millions d'euros apparut en plein écran, claire et nette. Le silence revint, mais c'était un silence différent. Un silence de confusion totale. Qui était cet homme ? La vidéo s'arrêta, les écrans devinrent noirs. Et dans le silence, une voix calme et puissante retentit, non pas des haut-parleurs, mais du fond de la salle. Madame Dubois m'a appelé un jardinier. Et elle a raison. Un projecteur, contrôlé par Thomas, s'alluma et éclaira le fond de la salle. Là se tenait Jean-Luc Martin. Il n'était plus l'ombre courbée qu'ils avaient vue sur l'écran. Broie, vêtu de son costume impeccable, il avait l'aura d'un roi. À ses côtés, Antoine et la petite Sophie. Lentement, il commença à marcher vers la scène, traversant la foule qui s'écartait devant lui comme la mer devant Moïse. « Je suis un jardinier », continua-t-il, sa voix portant sans effort. Il y a 25 ans, avec ma femme, Élise, nous avons planté une graine. Une idée. L'idée qu'une école pouvait être un jardin où les plus belles fleurs, les esprits les plus brillants, pourraient s'épanouir. Qu'ils aient poussé dans la terre la plus riche ou le sol le plus humble. Il arrive au pied de la scène et monta les quelques marches. Madame Dubois recula, son visage un masque de terreur et d'incompréhension. Elle le regardait comme si elle voyait un fantôme. « Nous avons appelé ce jardin le lycée Lumière », dit Jean-Luc, se tournant vers l'audience. « Nous l'avons financé avec tout ce que nous possédions, en créant le fonds fiduciaire Élise Martin. Un fonds dont la mission première, inscrite dans ses statuts, était d'offrir une chance à tous. » Il fit un signe à Antoine, qui projeta sur les écrans le document de fondation, avec le nom du fonds et la mission clairement surlignés. Après la mort de ma femme, le chagrin m'a poussé à me retirer, à retourner à la terre, à confier ce jardin à d'autres. J'ai fait l'erreur de croire que tous les jardiniers aimaient les fleurs. Son regard se posa sur Madame Dubois, un regard si froid qu'elle frissonna. Mais certaines personnes ne sont pas des jardiniers. Ce sont des parasites qui sucent la sève de l'arbre, qui arrachent les fleurs les plus modestes pour ne laisser que celles qui brillent le plus, et qui utilisent les fruits du jardin pour leur propre festin. Il fit un autre signe. Les rapports financiers apparurent, montrant la chute des bourses et l'explosion des frais de représentation. Des photos de yachts et de restaurants de luxe défilèrent à côté des chiffres.
La coupe de champagne glissa des doigts de Madame Dubois et se brisa sur le sol dans un bruit cristallin qui résonna comme un coup de feu. Non, Ce n'est pas vrai. c'est un montage, balbutia-t-elle, mais sa voix était faible, noyée par le grondement de la foule. Ce n'est pas un montage, intervint une nouvelle voix. Le président du conseil, M. Dubois, venait de monter sur scène. Il tenait une tablette. J'ai reçu ces documents il y a 1 heure. J'ai fait vérifier les transactions par mon directeur financier. Tout est vrai. Il se tourna vers la directrice. Vous êtes démise de vos fonctions, avec effet immédiat. Une enquête pour abus de confiance et détournement de fonds sera lancée dès demain matin. Madame Dubois s'effondra sur une chaise, cachant son visage dans ses mains. Son monde venait de s'écrouler en direct devant toute la ville. Au même moment, les téléphones de tous les invités commencèrent à vibrer. La journaliste avait lancé son article. Le titre était simple et dévastateur. Le roi jardinier. L'incroyable histoire du fondateur milliardaire du lycée Lumière. Humilié par sa propre directrice. Jean-Luc se tourna vers l'audience. Le lycée Lumière a perdu son chemin. Mais ce soir, nous allons le retrouver. Il se pencha et fit monter Sophie sur la scène. Il la prit dans ses bras. Voici la première fleur que ce jardin a rejetée. Et elle sera la première que nous replanterons. À partir de demain, le lycée Lumière honorera la mission d'Élise Martin. 50% des places seront réservées à des boursiers, sélectionnés uniquement sur leur talent. La première de ces bourses, la bourse Élise Martin, est attribuée à Sophie. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Un son pur et libérateur. Les gens étaient debout, applaudissant non pas un homme riche, mais la justice, la vérité, le courage. Sophie, dans les bras de son grand-père, pleurait, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Jean-Luc regarda la foule, puis son regard croisa celui de Thomas, qui lui fit un clin d'œil depuis sa console. Il vit d'autres visages familiers, des parents qu'il avait vus se faire traiter avec condescendance, des employés qui avaient baissé la tête. Tous souriaient. La vérité avait enfin éclaté. Et rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. La chute de Madame Dubois fut aussi rapide et brutale que son ascension avait été arrogante. Dans les jours qui suivirent le gala, l'histoire du roi jardinier devint un phénomène national, puis international. La vidéo du gala, mise en ligne par la journaliste, atteignit des millions de vues en moins de 24 heures. Le hashtag Justice pour Sophie devint viral sur tous les réseaux sociaux. L'enquête pour abus de confiance et détournement de fonds révéla une corruption bien plus profonde que ce que Jean-Luc avait imaginé. Madame Dubois et plusieurs membres de son cercle rapproché furent arrêtés. Le procès fut très médiatisé. Confrontée à des preuves accablantes, les documents financiers, les enregistrements, les témoignages de Thomas et d'une douzaine d'autres employés et parents lésés, elle fut condamnée à plusieurs années de prison ferme et à rembourser des millions d'euros au fonds de dotation. Ses biens de luxe furent saisis et vendus aux enchères, l'argent servant à abonder le nouveau programme de bourse. Son nom, autrefois synonyme de prestige, devint un symbole de honte. 3 ans plus tard, le lycée Lumière était méconnaissable. Sous la direction d'un nouveau conseil d'administration présidé par Jean-Luc Martin lui-même, l'école était revenue à sa mission originelle. Les couloirs résonnaient des rires d'enfants de toutes origines. Sophie, désormais une brillante adolescente de 13 ans, était l'une des meilleures élèves de sa classe. Non pas parce qu'elle était la petite fille du fondateur, mais parce qu'elle était un génie. Elle avait créé un club de tutorat où les élèves les plus avancés aidaient ceux qui avaient des difficultés, incarnant l'esprit de solidarité qu'Élise avait toujours voulu insuffler. Jean-Luc, lui, avait refusé de reprendre une vie de milliardaire reclus. Il avait conservé sa petite maison et sa vieille voiture, mais il passait la plupart de ses journées à l'école. On le voyait souvent, dans ses vêtements de jardinier, travailler aux côtés du personnel d'entretien pour planter de nouvelles fleurs dans les jardins de l'école, discutant avec les élèves et leur racontant des histoires sur sa femme, Élise. Il avait créé la fondation Élise Martin, une organisation nationale qui finançait des programmes éducatifs
pour les enfants défavorisés dans tout le pays. Le destin des autres personnages connut aussi des tournants décisifs. Thomas, le professeur de musique, fut réintégré avec les honneurs et devint le directeur du nouveau département des arts, qui offrait des cours gratuits aux talents prometteurs de la ville. Antoine, l'avocat, sortit de sa retraite pour diriger le département juridique de la Fondation, déclarant que c'était la mission la plus importante de sa vie. Quant à M. Dubois, le président du conseil qui avait finalement choisi le camp de la vérité, il démissionna de son poste mais devint un donateur majeur de la Fondation, expliquant dans une interview que Jean-Luc lui avait appris qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. L'histoire inspira un tel engouement que Netflix produisit une mini-série à succès intitulée Le Jardinier. Et Jean-Luc fut invité à donner des conférences dans des universités du monde entier, non pas sur la finance, mais sur l'éthique et l'importance de ne jamais oublier d'où l'on vient. Un après-midi d'été ensoleillé, Jean-Luc était assis sur un banc dans le parc de l'école, regardant Sophie et ses amis jouer. Il tenait à la main un livre. C'était un recueil des milliers de lettres et le courriel qu'il avait reçus de gens du monde entier, des personnes qui avaient été victimes d'injustice et qui, grâce à son histoire, avaient trouvé le courage de se battre. Il sourit. La graine plantée par Élise n'avait pas seulement donné naissance à une école, elle avait fait germer une forêt d'espoir. Le soleil brillait sur les fleurs du jardin, plus éclatantes que jamais. La justice, comme une plante tenace, avait finalement percé le béton de l'arrogance pour s'épanouir en pleine lumière. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. quelle leçon avez-vous tiré de ce récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous touchera droit au